Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci Sarah. Donc effectivement, nous sommes préoccupés sur la base des constats que vous avez vous-même pu voir au cours des présentations précédentes, sur la base des constats effectués à des dizaines de milliers d'exemplaires annuellement par les experts sur le terrain, sur la base également, je dirais, des observations, des constats que nous pouvons effectuer sur les différentes bases de données, c'est-à-dire la BD-SILEC dont on a parlé, la BD-CATLIM qui vous sera présentée plus en détail, et puis les revues de presse thématiques qui sont extrêmement intéressantes. Je dirais que nous avons décidé concernant l'adaptation du bâti à ces différents événements naturels, d'unir les compétences entre guillemets des assureurs et des experts pour élaborer et porter à connaissance d'un public le plus large possible les répertoires de référentiels destinés à développer les meilleures pratiques en matière de résilience du bâti aux aléas naturels. Olivier, un mot sur la vision expertale. Voilà, pour ce faire, nous avons constitué un groupe de travail sur la résilience. Et nous, experts, de la FSE, de la compagnie des experts, la CEA et puis de la CFEC, les experts construction, nous avons souhaité répondre à l'invitation de la MRN pour apporter notre expérience du terrain. Notre métier, c'est de régler des sinistres, d'évaluer le montant des dommages après l'événement, et de ce fait, nous sommes aux premières loges pour savoir si l'ouvrage tel qu'il a été conçu est réellement, dans les faits, résilient, parce que au final, le sinistre, l'événement naturel, l'inondation, le tremblement de terre, c'est le moment de vérité, c'est le test pour savoir si la conception est bonne. Donc voilà, notre idée, notre contribution majeure, au-delà de la contribution technique, c'était d'apporter ce retour terrain, cette expérience. Et comme le disait Lilian, cette expérience, elle est forte. Déjà, elle dure au moins depuis 40 ans avec la loi de 82. On est, c'est vrai, très bien servi en France en termes d'aléas, en métropole, mais aussi dans les DROMCOM. Et moi, je suis arrivé en 97. J'ai commencé avec la tempête Lothar et Martin, donc on commençait fort en 99, le 26 décembre. On s'en rappelle très bien. Et puis, il y a eu Xynthia avec les submersions marines. Il y a eu les inondations à Paris en 2016. Et puis, on a eu le cyclone Irma dans les îles du nord des Antilles. Et on n'arrêtait pas là, le séisme du Teil. Et puis, les glissements de terrain, les coulées de boue dans le sud-est. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande expérience emmagasinée par les experts. Et nous souhaitions apporter cette contribution au groupe du travail. Alors, complémentairement, on s'appuie également sur, je dirais, des données sur lesquelles je vais revenir, des observatoires de la sinistralité, catastrophes naturelles et climatiques. Pardon, oui, il faudrait peut-être que je fasse mon travail, pardon. Comment ? Donc on s'appuie sur les observatoires de la sinistralité, catastrophes naturelles et climatiques, donc à différentes échelles, à des échelles très vastes avec la base de données SILEC, à des échelles du bâti, avec l'analyse des rapports d'expertise, et puis à l'échelle, je dirais, instantanée par des revues de presse qui nous permettent donc, événement après événement, d'évaluer, de faire des focus révélateurs de la gravité des événements à chaud. Et puis quand on prend du recul sur 5 ou 10 ans, de constater effectivement des répétitions de phénomènes qui s'opèrent par typologie de bâtiment, par typologie d'aléas, et qui sont très révélateurs des points sur lesquels il conviendrait d'adapter le bâtiment. Donc je vais passer la parole effectivement pour la partie, parce que ça c'est ce qu'on peut faire depuis un bureau, et puis il y a ce que font les experts sur le terrain et qui est effectivement indispensable et complète. Voilà, c'est effectivement les études sur le papier qui dessine bien malgré tout les problématiques, et ça fait partie de notre contribution. C'est vrai que depuis toutes ces années on constate finalement
que nous rencontrons des dommages qui ne devraient pas avoir lieu, des couvertures qui s'envolent alors qu'elles n'avaient pas lieu de le faire. On constate par exemple que ce ne sont pas vraiment les bacs aciers qui s'envolent, ça encore on pourrait le comprendre, mais c'est carrément la charpente qui est décrochée, et ça c'est des problèmes de chaînage tout simplement. On rencontre des problèmes dans les inondations où les systèmes vitaux de la maison, que peuvent être la chaudière, les tableaux électriques, eh ben, ils sont toujours au sous-sol. Ça fait un bon nombre d'années que ça dure. Et puis des nouveautés aussi avec l'évolution lors des cyclones. On a nos volets anticycloniques. Donc c'est un projet très enviable, j'ai envie de dire, sauf que on se retrouve à devoir couvrir des baies vitrées de plus en plus grandes, et tout l'avantage du volet anticyclonique, qui est bien sûr d'avoir une rigidité certaine, et ben il perd sa capacité à vouloir les surdimensionner. Au final, il sort de leur rail, et alors qu'ils devaient protéger le bien, et ben ils vont aller perforer la baie vitrée. Donc voilà, on se retrouve complètement à l'envers. Et voilà ce qu'on peut dire de certains retours d'expérience, qu'il y en a beaucoup plus bien sûr. Donc ces retours d'observation sur le bâti par différents canaux permettent, d'établir pour l'instant du moins un éloignement des acteurs de la construction vis-à-vis des risques naturels. Ça ne fait pas partie forcément de leur logiciel de base, et ça touche aussi bien des phases de conception du bâti jusqu'à l'importance du détail dans la réalisation qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas quand le bâti est exposé à différents aléas. L'autre constat qu'on peut faire également et qui est assez préoccupant, c'est une forme de priorisation de l'atténuation actuellement, ou des travaux qui visent à l'atténuation du bâtiment, mais éventuellement en ne prenant pas en compte, avec l'importance qu'il doit avoir, le phénomène d'adaptation. Donc on constate malheureusement dans les dommages et observés que beaucoup de travaux assez récents d'amélioration de la performance du bâtiment sont endommagés par des événements climatiques. Donc ça interpelle sur la qualité de l'investissement, sa durabilité, on en parlait tout à l'heure, la présidente en parlait tout à l'heure, et sur effectivement le bilan global de ces investissements une fois qu'un événement naturel est passé. Alors au-delà, je dirais, de l'observation sur le bâti direct, on se pose la question de savoir si, effectivement, le contexte bibliographique, culturel, normatif, réglementaire, je dirais, est également un facteur traduit finalement une sorte d'acculturation au sujet. Et là, on a fait effectivement des observations. Alors, on a fait une lettre dédiée sur le sujet en février 2019, la lettre 29, qui faisait une cartographie, je dirais, par aléa, de la plus ou moins grande complétude, je dirais, des éléments techniques afférents au bâti, aléa par aléa. Donc on passe, le paysage est varié, je dirais, on passe du très bon à éventuellement l'inexistant. Alors parmi les très bons, on va retrouver par exemple toute la partie réglementation sismique qui est très forte, toute la partie codification avec des eurocodes qui sont très forts sur la façon de construire en zone sismique, et puis y compris d'ailleurs avec un contrôle réglementaire qui s'opère sur la conformité, alors par sondage, mais avec un dispositif qui permet de vérifier que les exigences réglementaires sont respectées, avec le contrôle réglementaire de la construction qui s'exerce également sur le séisme. À l'opposé, on l'a vu tout à l'heure, quand on ne dispose pas de cartographie de l'aléa grêle, par exemple, c'est difficile effectivement je dirais, favoriser le déploiement de performance des matériaux exposés à la grêle, puisqu'on ne connaît pas les zones d'exposition plus ou moins fortes, et on n'est pas en mesure à ce moment-là effectivement d'adapter les matériaux ou leur performance à la résistance à cet aléa, puisque cet aléa il est un peu dans une zone blanche dans le pays. Donc, au cours dans la même année, en octobre 2019, on s'est dit on ne va pas se contenter de simplement constater qu'il y a du bien et du moins bien. On va également regarder comment on peut contribuer à faire connaître les éléments qui apportent des éléments d'information sur ce document
enfin, sur ces différents éléments. Et donc on a fait une lettre numéro 31 dans laquelle on a déjà publié un certain nombre de guides et de référentiels qui accompagnaient cette démarche. Et puis, je dirais que on s'est dit, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe après ? Je dirais, on a fait une lettre et après, il se passe quoi ? Et donc, l'idée a germé, et c'est là où on s'est retrouvés, pour dire, il faut je dirais qu'on ait un document de référence sur le sujet, et que ce document y vive, et qu'il serve effectivement à développer la culture en matière de documents d'appui des différents participants à l'acte de construire sur le sujet. Donc on a effectivement dans ce contexte-là constitué un groupe de travail permanent qui associe donc les experts de la compagnie des experts, les experts construction, qui ont aussi leur éclairage sur le sujet, donc de la CFEC, la compagnie française d'experts construction, qui appartiennent à des sociétés d'expertise au sein de la Fédération des sociétés d'expertise, et on a constitué donc ce groupe de travail. On a constitué ce groupe de travail aussi avec des experts internes aux compagnies, puisqu'il y a aussi des compétences d'expertise à l'intérieur des compagnies, et donc on s'est évidemment appuyé sur ces experts internes, et puis ponctuellement sur les avis scientifiques, groupe de travail élément par élément. Ces éléments nous ont permis donc de constituer tout un ensemble de référentiels, puisque d'étudier parmi plusieurs centaines de référentiels existants sur différents éléments, d'en sélectionner un certain nombre et de promouvoir, je dirais, ces référentiels, donc soit en matière de conception de bâtiments neufs, soit en matière de diagnostic de l'existant avant événement ou après événement, et je conseille fortement de faire le diagnostic avant, soit d'adaptation du bâtiment existant, et puis la façon de réparer. Et là, je passe la parole à Olivier pour nous dire l'usage de ces référentiels. Oui, parce que c'est un ouvrage très complet, très pratique, didactique, et puis sans aucun doute pédagogique. Ça va servir bien sûr aux maîtres d'ouvrage, aux professionnels pour évoluer dans l'approche des aléas dans le cadre de la construction. Mais on y voit, nous, chez les experts, un outil très important pour le règlement des sinistres. Tout d'abord, ça fait un guide, un nouvel outil technique qui va compléter les compétences des experts sur le terrain. C'est également très important de dire que ce document, il est disponible sur le site de la MRN, également sur le site d'ailleurs de la CEA. Il est ouvert à tout public, et avec cette transparence, ça va apporter une plus grande confiance entre l'expert et l'assuré dans le cadre des préconisations des travaux curatifs ou des diagnostics. Et enfin, et peut-être surtout, fort de ces informations, et bien sûr l'expert sur le terrain va pouvoir mieux conseiller, mieux accompagner l'assuré dans une reconstruction résiliente. Donc c'est un ouvrage très important dans les faits pour tous les jours de notre travail. Donc en conclusion, un outil à court et à moyen terme pour identifier et valoriser les référentiels techniques, pour leur donner un statut, et on remercie la Fédération française d'assurance de son appui concernant ce document et de sa diffusion. Et puis à moyen et à long terme, au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se référeront à ce document, de pouvoir améliorer graduellement la résilience des biens assurés à différentes phases de vie du bâtiment. Merci Eric, merci Olivier pour cette présentation.